Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Place maintenant à la grande édition, parlons du sommaire. Pour tout d'abord parler des témoins dans l'affaire Sostène Munyemana. En cours à la cour d'assises de Paris, ont déclaré que c'est l'État qui organise au Rwanda le génocide. Donc, et tout est que de ce fait, les victimes n'avaient que peu de chances de survivre. Au sommaire également, il y aura la collation de grade dans le district de Musanze pour l'Université du Rwanda. Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Les témoins dans l'affaire Sostène Munyemana en cours à la cour d'assises de Paris ont déclaré que c'était l'État qui a organisé au Rwanda le génocide contre les Tutsis. De ce fait, les victimes avaient très peu de chances de survivre. Compte tenu de cette première semaine avec le récit de Jeannette Ouabié. Cette première semaine d'audience, outre le visionnage des documentaires Tuez-les tous et Confronting Evil, a été consacrée d'une part à l'interrogatoire de personnalité de l'accusé et à l'audition de sa femme, d'autre part à l'audition des témoins de contexte, chercheurs et universitaires dont les travaux sur le génocide sont reconnus, comme Hélène Dumas. Après avoir présenté ses travaux et l'état de sa recherche, Madame Dumas a déclaré qu'au Rwanda, c'est l'État qui a organisé le génocide de ses citoyens. Avec la participation de l'État et des voisins, les victimes n'avaient que peu de chances de survivre. Le témoin a évoqué ensuite les maladies mentales qui frappent les rescapés, maladies qui sont très peu prises en compte par manque de thérapeutes. Il a également soulevé la question du négationnisme qui prend souvent la forme de la théorie du double génocide. Le témoin a souligné aussi le rôle du MDR dans le génocide des Tutsis. Ce parti né au moment du multipartisme en 1991 et qui était l'héritier de l'ancien Parmehutu sous la présidence de Grégoire Kayibanda. Comme d'autres partis, le MDR s'est plus tard scindé en deux, une partie restant fidèle aux valeurs de ses origines, l'autre partie se rapprochant des extrémistes du Hutu-Pawa. Madame Sophie Avar, le procureur général, s'est interrogé sur les récompenses attribuées aux tueurs et le témoin a expliqué que les commerçants fournissaient la bière, des alcools forts volés dans les maisons des Tutsis étaient distribués aux tueurs et ces derniers seraient paissés de la viande des vaches que l'on tuait. La Cour a également auditionné un juge belge, Damien Van Delmesch, qui a mené plusieurs enquêtes au Rwanda, notamment à Butare, concernant d'autres génocidaires condamnés en Belgique. Cet après-midi, la Cour doit entendre des autres témoins de contexte cités à la demande des avocats de l'accusé, les hommes politiques rwandais, l'ancien Premier ministre Dismas Nsengiyaremye et Jean-Marie Ndagijimana qui fut ministre. Le docteur Sostène Munyemana est visé par une plainte de plusieurs associations, Survie, la FIDH et la CRF, depuis le 15 octobre 1995, et le CPCR s'est constitué partie civile dans cette affaire dès sa création. C'est en 2017 que l'information judiciaire est clôturée dans l'attente du réquisitoire du procureur. En mai 2018, le parquet demande que le docteur Sostène Munyemana soit déféré devant la cour d'assises. Sostène Munyemana fait appel, un appel qui sera rejeté en décembre 2021. L'accusé se pourvoit alors en cassation, pourvoi qui sera rejeté le 23 mars 2022. Sostène Munyemana, 68 ans, est poursuivi pour participation à une entente en vue de la préparation des crimes de génocide et autres crimes contre l'humanité, génocide, crimes contre l'humanité, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Le collectif des parties civiles pour le Rwanda constitue donc partie civile dans le procès Sostène Munyemana et déplore la lenteur de la justice française dans l'organisation des procès pour les suspects génocidaires se trouvant sur le sol français. Dans un entretien avec notre collègue Jean-Damascène Mané-Chimné, le président de ce collectif, Alain Gauthier, relate aussi les difficultés rencontrées dans la tenue de ces procès hors du Rwanda 29 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Suivez.
Alain, qu'est-ce qui fait que il a fallu 29 ans après pour voir Sostène comparaître finalement? Oui, c'est une chose qui est totalement incompréhensible. On est évidemment au-delà de tout délai raisonnable. Oui. On ne comprend pas pourquoi ce procès a tant tardé à être organisé. Pour nous, c'est insupportable et incompréhensible. Peut-être que pendant le procès, la question sera abordée, mais pour l'instant, pour nous, tout cela reste inexpliqué et inexplicable. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, il est le premier à comparaître devant la Cour d'assises de Paris en rapport avec le génocide contre les Tutsis commis spécialement à Butare, c'est ça? Oui, alors pour l'instant, effectivement, aucun procès concernant Butare n'a été organisé. C'est le premier. Je vous signale quand même que normalement, un second procès contre un autre médecin de Butare devrait avoir lieu aussi, peut-être l'année prochaine. C'est celui du docteur Eugène Rwamuthio. Oui. Mais effectivement, avec Sostène Monyemana, on va aborder le génocide dans la ville de Butare. Et alors, vous qui êtes partie civile, si je ne me trompe pas, vous êtes aussi parmi les organisations qui ont porté plainte contre Sostène Monyemana. Alors, voir Sostène comparaître aujourd'hui, ça signifie quoi pour le CPCR? Pour nous, c'est une grande satisfaction. Nous avons attendu tellement longtemps qu'il nous tarde que le rôle de Sostène Monyemana soit reconnu devant la justice française. Alors pas spécialement pour nous, collectif des partis civils pour le Rwanda, mais nous pensons surtout aux survivants, aux rescapés, à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille sur la colline de Tumba. C'est pour eux surtout que nous nous battons. Oui. Et alors, Alain, vu les procès qui se sont tenus à la Cour d'assises de Paris, jugés environ 30 ans après les faits, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à ce moment dans tous ces procès? Le véritable problème, c'est que d'une part, on se rend compte que les témoins ont des problèmes de mémoire, comme n'importe qui pourrait en avoir au bout de tant d'années. Oui. Et puis, on se heurte aussi, alors pas forcément pour ce dossier-là, mais dans d'autres dossiers à venir, on se heurte au refus de certains témoins, de certains rescapés à vouloir témoigner parce que ils nous disent qu'ils se sont réconciliés, qu'on leur a demandé pardon, qu'ils ont accordé leur pardon, et nous insistons pour leur dire que le pardon implique aussi la justice. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a condamné qu'il faut tourner la page. Il est important que justice soit rendue. Ça permet aussi, au cours de ces procès, d'écrire l'histoire du génocide, l'histoire dans le dossier Monyemana, ce sera l'histoire du génocide sur la colline de Tumba. Ce procès-là va rajouter une page à l'histoire du génocide. Alors, au regard, Alain, des dossiers des présumés génocidaires qui sont encore sur le sol français, au regard de ce rythme, pensez-vous qu'il y a l'espoir que finalement, tous les présumés coupables pourront faire face à la justice? Non, certainement pas. Et c'est bien ça le gros problème. Même au rythme de 2 procès par an, un certain nombre des personnes qui sont actuellement poursuivies ne seront jamais jugées. Vous devez savoir aussi que en France, en cour d'assises, les accusés et les condamnés ont la possibilité de faire appel. Oui. Et vous savez que tous ceux qui ont été jugés jusqu'à maintenant, que ce soit Simbi Kangwan, Genzi, Baraira, Muhaimana, Butibaruta et plus dernièrement Atege Kimana, oui. Ils ont tous fait appel. Ce qui veut dire que pour l'instant, nous avons encore 3 procès en appel à fixer devant la cour d'assises de Paris. Oui. 3 procès en appel. Si on compte 2 procès par an, rien que ces 3 procès-là vont nous prendre 1 an et demi. Oui. Donc vous voyez bien que jamais le retard qui a été pris par la justice française
ne sera rattrapé. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, merci beaucoup pour ces explications et surtout bon travail. Merci à vous. Continuons avec l'actualité, parlant de justice, toujours deux autres Rwandais, Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabo, comparaissent à la cour d'assises de Bruxelles pour crimes de génocide contre les Tutsis, plus particulièrement dans la localité de Gikondo, dans la ville de Kigali. Certains Rwandais vivant en Belgique suivent de près ce procès. C'est le cas notamment de Mme Mugiraneza Nanciat, qui estime que pour un rescapé, suivre les procès pour génocide est une façon de rendre hommage aux victimes. À propos de ma famille, je me dis, je viens pour eux. Je ne les ai pas connus la majorité, mais je me dis, je suis restée pour pouvoir leur rendre hommage. C'est ma façon de rendre hommage à mes miens. Tant que je peux, je suivrai, même si ça me fait du mal, mais en même temps, ça me fait du bien. Je ne sais pas comment expliquer, parce que ça m'ouvre. J'étais un peu naïve, c'est le mot, j'étais naïve. Mais maintenant, je pense que je m'ouvre beaucoup. Je grandis au Congo, je ne connaissais pas mon pays, mais je me suis toujours intéressée à comprendre mon histoire. Il y a beaucoup de choses que j'ignorais et que je ne voulais pas savoir. Et qu'après autant d'années que je suis le procès, je crois maintenant. Il y a beaucoup de choses que je crois, parce que j'ignorais beaucoup aussi. Après autant d'années, j'ai appris ma culture, comment est-ce que je peux expliquer ça? J'ai appris beaucoup de ma culture. Rencontrer des gens, qui viennent pour témoigner. Je discute avec eux. Et ça m'ouvre beaucoup. Et ça me donne envie d'aller habiter au Rwanda. Avant, au Rwanda ne me disait rien. Mais plus je suis, plus j'ai envie vraiment d'habiter au Rwanda, de montrer à mes enfants. Et j'espère que mes petits-enfants viendront habiter au Rwanda. C'est mon souhait. On continue avec certains réfugiés hébergés dans le camp de Mahama en district de Kirehe qui estiment nécessaire de se lancer dans l'agriculture, de développer cette activité, mais aussi de se développer personnellement, notamment après avoir acquis des connaissances en matière d'irrigation à l'aide de l'énergie solaire. Le récit de Patrick Nyilidanti. Les réfugiés du camp des Mahama qui se sont engagés dans des activités agricoles autour de ces camps avec la rivière Akagera qui le traverse et qui permet une irrigation de champs, des légumes et des fruits avec l'aide de l'énergie solaire. Avant cette innovation, ces paysans réfugiés utilisaient leurs propres bras pour irriguer les champs avec les risques d'une possible noyade ou l'attaque d'animaux dangereux tapis dans cette rivière de la Kagera. Avant d'obtenir cette installation solaire, nous devions déployer d'énormes efforts physiques pour puiser l'eau et arroser nos champs. Avec ce coup de pouce, nous allons travailler en toute tranquillité pendant toute l'année. Avant, nous devions déployer beaucoup d'efforts pour puiser dans cette rivière, des fois dangereuse pour les gens ici, car la Kagera emporte certaines personnes. L'organisation internationale Protocol Action, qui aide au développement des résidents de ces camps pour réfugiés et ceux qui habitent à proximité de ces camps, affirme que cette méthode vise à aider les réfugiés à devenir autonomes et autosuffisants en nourriture et, si nécessaire, à écouler leurs produits sur le marché. Cette méthode aide beaucoup ceux qui vivent ici car ils peuvent exercer leurs activités agricoles tout au long de l'année afin de se nourrir. Et à moyen terme, nous souhaitons qu'ils puissent même écouler leurs produits vers le marché. Eric Moutabazi, agent au ministère en charge de la gestion de catastrophes, conseiller consultatif pour les réfugiés,
encourage les réfugiés à se concentrer sur des activités de développement. Vous avez constaté que l'aide a été réduite et je vous encourage à rejoindre ces activités de développement. Nous avons la chance d'avoir de nombreuses activités soutenues par l'État pour que nous ne soyons pas affectés par cette baisse d'aide aux réfugiés. Ce système d'irrigation solaire a coûté plus de 200 millions de francs rwandais et 10 hectares sont concernés par ce projet. De l'agriculture à l'éducation dans le district de Musanze, il a été tenu une cérémonie de collation de grade. Après la fin des études à l'Université du Rwanda, plus de 8000 étudiants ont été diplômés, dont plus de 30 ont reçu un diplôme de doctorat. Suivant Évariste Ndaliwompier. Je me sens vraiment très ravi parce que ce programme a renforcé mes capacités et c'est du bonheur pour mon pays aussi d'avoir des cadres qui peuvent gérer des produits et c'est un pas aussi d'un GA pour l'université qui, par exemple, on avait des étudiants de l'Est africain et donc c'est un plaisir pour le pays et pour ma famille particulièrement. Merci. Que diriez-vous de cours proposés par l'Université du Rwanda? Vous savez, avant, comme moi j'ai fait mon baccalauréat à l'Université du Rwanda, il n'y avait pas ce programme de supply chain par exemple. Moi je viens de faire le supply chain in health, ce qu'on peut dire en français, l'approvisionnement des médicaments. Et donc ce programme n'existait pas. Les gens géraient les produits sans avoir de prérequis nécessaires pour éviter les pertes, pour faire un beau planning. Mais avec ce programme, on a des cadres maintenant qui peuvent... Merci, thank you. On a des cadres vraiment qui vont... je crois que le Rwanda et la population rwandaise et la communauté de l'Est africain vont en bénéficier beaucoup. L'Afrique est souvent présentée comme un continent plein d'opportunités et de développement. Des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat estiment tout de même que des entrepreneurs africains doivent se soumettre à certains impératifs pour permettre au continent de secouer le joug de la pauvreté et évoluer. Je propose cette analyse du docteur Faisal Congo du Burkina Faso. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'Afrique, terre d'opportunités, mais en étant entrepreneur, en rentrant dans l'activité de l'entrepreneuriat, on se rend compte rapidement qu'il y a une colle qui manque, qui est le travail ensemble. Donc travailler en prenant en compte les autres personnes. Donc c'est-à-dire déjà collaborer avec d'autres personnes qui sont des entrepreneurs aussi, mais en contrepartie, il faut pouvoir aussi faire des concessions. Donc j'avais donné l'exemple de l'agrotransformation et une chaîne fondamentale qui est la partie assurance qualité. Donc l'assurance qualité, ça peut être au moment du tri, du nettoyage et tout. Et ça peut être un aspect qui peut être automatisé. On peut prendre juste une seule personne et une machine. Mais l'idée derrière, en fait, c'est avoir des personnes qui vont faire ça. Au lieu de faire des machines, c'est une manière de donner un retour. Ça va coûter peut-être plus cher à court terme par rapport à la machine qui va coûter moins cher à long terme. Donc ça va coûter un peu moins cher pour la machine. Mais en vrai, en ayant ce recul-là de se dire... Je suis un entrepreneur, j'ai eu la chance de pouvoir lancer cette activité pour m'enrichir, mais derrière, il faut aussi penser aux autres. Il ne faut pas juste dire, bon, écoute, moi je fais une machine de bout en bout automatisée. J'ai besoin juste de 5 personnes et c'est fini. Non, l'idée derrière, c'est qu'il faut se dire que de toute façon, vous allez vous enrichir. Mais il faut prendre le recul pour se dire, la partie tri, je vais donner à des humains. C'est des gens qui vont faire. Ils vont avoir du travail. Je vais grandir avec eux. L'usine va grandir. Ça va être 10 personnes, ça va être 50 personnes, ça va être 100 personnes. Et je vais monter en fait l'assurance qualité avec ça. Donc c'est ça l'idée derrière. L'idée c'était de dire, faut qu'on, dans toutes ces opportunités-là, il y a beaucoup de gens. Nous sommes nombreux. Il y a la jeunesse. L'Afrique est très jeune. Mais si on réplique les modèles dans lesquels on est dans l'industrialisation pure, sans le côté social, on va créer ce gap. Ce gap aussi, on va le répéter, comme ailleurs. Hein. Donc on va avoir des gens très riches, des gens très pauvres, et la couche moyenne, elle est très fine. Et si tu as une couche moyenne très fine, même toi en tant que riche, ça va te poser problème après. Tu vas passer toutes tes vacances à l'extérieur. Donc il y a des conséquences qui reviennent. Donc il faut qu'on apprenne de l'histoire et que les entrepreneurs d'aujourd'hui
inclut cet aspect-là de social. On a besoin de social en Afrique. Pour que ça avance, ce n'est pas possible. On l'entend beaucoup, mais on ne le comprend pas en tant qu'entrepreneur tant qu'on ne prend pas ce recul. Donc moi, j'invite tous les entrepreneurs en Afrique à voir dans leur chaîne quel est l'aspect humain qu'il faut garder. Il faut un aspect humain à garder. On ne peut pas faire du numérique à 100%, on ne peut pas faire de l'automatisation à 100%. Ça ne marchera pas. Moi, je viens du Burkina. On va dire le commerce traditionnel en Afrique, c'est le commerce global mondial. Hein. Donc c'est le commerce de proximité, c'est de la logistique d'en gros. Donc je vais trouver un fournisseur, il m'envoie, je revends, je fais du détail. Donc ce commerce-là, c'est un commerce dans lequel humainement vous êtes limité. C'est-à-dire que déjà vis-à-vis de votre compétition, qui se trouve dans d'autres endroits, vous n'allez pas pouvoir compétir vis-à-vis de votre client entre se déplacer 1 km pour aller voir votre compétiteur ou se déplacer 15 km pour venir vous voir. Sachant encore s'il sait que vous existez. Donc peut-être qu'il ne sait même pas que vous existez, il ne connaît que la personne qui est à côté. Donc c'est la même réalité de votre côté. Donc ici, le numérique, c'est l'un des aspects en fait des investissements, on va dire, publics sur le numérique. On parle de fracture du numérique. Mais la fracture du numérique est restée trop concentrée sur l'infrastructure, sur les télécoms. C'est important, je ne suis pas contre, hein, c'est important. Mais nous devons nous inscrire dans de l'investissement pour de l'innovation à utiliser le numérique pour rompre avec des limites physiques qui empêchent notre économie d'exploser. Les résidents des zones bordant le parc national de la Kagera en province de l'Est se réjouissent de pouvoir bénéficier des projets et des infrastructures obtenus grâce au programme de partage de revenus touristiques du parc. Près de 800 millions de francs rwandais ont été mobilisés par ce programme pour des projets autour de ce parc. Les détails, c'est avec Patrick Nilidandi. Ce sont au total 9 secteurs qui entourent le parc national de la Kagera et ces secteurs se trouvent dans le district de Kayonza, Gatsibo et Nyagatare. Ce fonds du programme de partage de revenus touristiques du parc est une véritable aubaine pour les populations locales car de nombreux projets ont pu sortir des terres, notamment des écoles, grâce à cet argent. Nous remercions l'État rwandais, mais aussi la gouvernance responsable de ce parc qui ont partagé avec nous les revenus tirés de ce parc et nous voyons des belles choses comme la construction d'écoles modernes pour nos enfants, la construction aussi d'un abattoir moderne et nous sommes heureux qu'aujourd'hui aucun citoyen ne va plus abattre les animaux dans ce parc car la viande est disponible grâce à l'abattoir. Ce parc nous apporte beaucoup. Nous avons pu construire ce marché et des coopératives qui permettent de former des jeunes à des métiers. Ainsi, ces jeunes ne sont plus tentés d'aller tuer des animaux dans le parc. 3,4 milliards de francs rwandais ont été distribués à 207 projets dans ces 3 régions depuis 2005 à travers ce programme de partage de ressources financières issues du tourisme du parc de la Kagera, Tourism Revenue Sharing en langue anglaise. Babazi Marie-Louise, la responsable de la mise en relation des populations avec les parcs nationaux au sein de Aladibi, l'Office rwandais en charge du développement, explique l'importance de ce programme aussi bien pour ces populations que pour le développement de la conservation de la nature et la protection des espèces dans le parc. Nous sélectionnons des projets des citoyens vivant autour du parc de la Kagera avec pour objectif de changer la vie de ces citoyens qui vivent autour de ce parc. Pour que les citoyens comprennent l'importance de ce parc, il faut qu'ils voient de ses propres yeux les revenus tirés de ce parc. Raison pour laquelle nous finançons ce projet des populations vivant autour de ce parc. Les citoyens qui vivent ici doivent pouvoir cultiver, avoir du bétail, disposer d'eau potable, avoir un habitat décent. C'est vraiment notre objectif. Pour cet exercice en cours,
Un peu plus de 800 millions de francs rwandais seront investis dans 26 projets, alors que dans tout le pays, depuis 2005, 10 milliards de francs rwandais ont été investis dans la construction et le financement de 1003 projets pour le développement des populations vivant autour des parcs nationaux du Rwanda. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite de passer une agréable suite du programme de notre télévision. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.